Passer la parole à notre rapporteur pour avis, Monsieur Jean-Louis Masson. Merci Madame la Présidente, Monsieur le Ministre, mes chers collègues. D'abord, merci Monsieur le Ministre pour votre exposé. La mission Administration générale et territoriale de l'État constitue le cadre budgétaire dont le ministère de l'Intérieur dispose pour poursuivre 3 principaux objectifs: garantir l'exercice des droits des citoyens, assurer la présence et la continuité de l'État, mettre en œuvre des politiques publiques sur l'ensemble du territoire. Cette mission regroupe ainsi les crédits dédiés aux administrations déconcentrées du ministre de l'Intérieur et ses fonctions support, ainsi qu'aux subventions publiques dont il assure la gestion. Au total, sont près de 4 milliards d'euros d'autorisation d'engagement et de crédits de paiement budgétés pour 2020, en hausse de 18% par rapport à l'exercice précédent. Toutefois, modérez votre enthousiasme, puisqu'il ne s'agit pas d'une augmentation nette, mais de la conséquence de transferts de crédits résultant principalement de 2 réformes. La première, la création d'une direction du numérique au sein du ministère de l'Intérieur, la DNUM, comme cela vient d'être expliqué par Monsieur le Ministre. Et la deuxième, c'est la mise en place au cours de l'année 2020 des secrétariats généraux communs aux préfectures et aux directions déconcentrées interministérielles, qui entraîne le transfert au ministère de l'Intérieur de 1803 équivalents temps plein, relevant actuellement d'autres ministères. Je souhaite souligner à ce titre que nous sommes nombreux dans cette Assemblée, mais surtout dans les territoires, à nous interroger sur la pertinence de la réorganisation des services de l'État au cours de ces dernières années. Si des réformes devaient être conduites, car certaines administrations étaient soit surdimensionnées, soit il y avait des doublons, soit des efforts de restructuration, la succession année après année des suppressions physiques de services publics dans nos territoires donne, peut-être à tort, mais donne le sentiment d'un abandon que ne règle pas la mise en place des sites Internet. J'insiste, Monsieur le Ministre, sur le fait que le programme Action 2022 ne doit pas se faire au détriment de la présence de l'État sur l'ensemble du territoire. De même, la dématérialisation croissante des procédures peut accroître le sentiment d'éloignement de l'administration de ses usagers. Au final, c'est la capacité de chacun de nos concitoyens à faire valoir ses droits qui est en question, et je ne souhaite pas que s'aggrave le sentiment d'une citoyenneté à 2 vitesses, l'une des villes avec des services accessibles et l'autre des zones périurbaines ou rurales avec un guichet unique à plusieurs dizaines de kilomètres. J'espère, Monsieur le Ministre, que vous saurez nous apporter des précisions sur les réformes en cours et notamment sur ce qui est fait pour maintenir l'accès de l'ensemble des Français aux services de l'État, et je pense à aux maisons des services. Pour la partie thématique de mon rapport, j'ai choisi cette année de m'intéresser aux difficultés de financement que peuvent rencontrer les candidats et les partis politiques. En effet, si le cadre juridique actuel offre des garanties importantes, notamment à travers des financements publics existants, les difficultés persistent, même lorsqu'on appartient à un parti bien établi. Lors des dernières élections européennes, ce constat s'est d'ailleurs vérifié, comme en témoigne le premier rapport au Parlement du médiateur du crédit, aux candidats et aux partis politiques, M. Jean-Raphaël Alventosa. Pour la bonne compréhension de tous, je rappelle que nous avions voté la loi Confiance de la vie politique, au sein duquel nous avions autorisé la création d'une banque pour la démocratie par ordonnance, chère à François Bayrou. Or, en juillet 2018, la garde des Sceaux, au nom du gouvernement, a confirmé l'abandon de ce projet, mais par contre, la mise en place d'un médiateur du crédit qui a été fait par un décret du mois d'août 2018. Je prendrai 2 exemples pour illustrer les difficultés. En premier lieu, le droit au compte, qui est pourtant garanti par la loi. Ce droit au compte ne sera pas respecté dans 10% des cas en moyenne, voire 23% pour les élections européennes. Les agences sont réticentes, prennent des précautions démesurées, alors que c'est un droit fondamental pour mener campagne, puisque le code électoral prévoit la création, la mise en place d'un compte de campagne. Quand les agences sont réticentes ou refusent l'établissement du compte, il faut saisir la Banque de France, qui désigne un établissement bancaire. Et quand le candidat revient à l'établissement bancaire lui dit qu'il faut qu'il s'adresse au siège. Et donc tout cela prend parfois 2 mois, ce qui rompt l'égalité des candidats à l'élection. En second lieu, le deuxième problème, c'est l'accès au crédit bancaire. Cet accès n'est pas satisfaisant s'il n'y a pas de défaillance généralisée des banques. Certains grands réseaux refusent désormais de prêter à tous les candidats, quel que soit leur parti, quel que soit leur dossier, par souci de neutralité. D'autres ont des procédures particulièrement longues qui peuvent avoir des objectifs de s'assurer notamment des chances réelles du candidat en repoussant la date de la décision. Enfin, il y a surtout un problème de culture. Les spécificités du financement électoral et des campagnes
ne sont pas forcément suffisamment connus. Et il faut le reconnaître, les banques n'ont pas beaucoup à gagner à nous financer, car les dépenses de campagne sont en général peu élevées du fait des plafonnements en vigueur. C'est pourtant un vrai enjeu démocratique qui ne sera pas résolu forcément par la création d'une banque de la démocratie, mais par la promotion de bonnes pratiques et la possibilité de saisir le médiateur du crédit bien plus tôt. Je précise qu'aujourd'hui, il est très compliqué de trouver les moyens de s'adresser à lui. Monsieur Alventosa a commencé ce travail, un travail de fond, lors des élections européennes. Et je ne peux que souhaiter que sa mission se poursuive au cours des prochaines années. Je note qu'il va être désormais assisté de 2 fonctionnaires pour que nous disposions d'un diagnostic précis pour chaque élection des difficultés rencontrées par les candidats. Je souhaiterais à présent, Monsieur le ministre, vous poser quelques questions en guise de conclusion. Je ne reviendrai pas sur mon interrogation de fond sur la façon dont les services de l'État sont restructurés sur nos territoires, à laquelle vous ne manquerez pas d'apporter peut-être des compléments d'information. En matière de financement des candidats et des partis politiques, je souhaiterais vous poser 4 questions. Première question. Vous avez également été, comme nous, destinataire du rapport du médiateur du crédit. Pourriez-vous nous indiquer quelles sont les préconisations qui pourraient être mises en œuvre en vue des élections municipales pour éviter certains écueils constatés lors des élections européennes et surtout pour éviter les difficultés que peuvent avoir nos candidats, pas forcément des petits candidats d'ailleurs, nos candidats en général, pour ouvrir des comptes? Deuxième question, à titre d'exemple, l'information à destination des candidats et des partis est aujourd'hui dispersée sur le site de la Commission nationale des comptes de campagne et financement politique et celui du ministère notamment, voire dans quelques temps celui du médiateur du crédit qui nous a dit lors de son audition qu'il avait l'intention lui aussi d'ouvrir un site. On pense qu'il pourrait être intéressant de réaliser un site internet dédié au financement de la vie politique au sein de votre ministère, qui pourrait comporter des pages spécifiques telles que celles dédiées aux médiateurs du crédit. Cette mesure, qui nous semble de bon sens, est plutôt urgente au regard des difficultés constatées par le médiateur. Pourrait-elle être mise en œuvre rapidement et pourquoi pas avant les élections municipales? Troisième question, à plus long terme, le médiateur propose de réformer le mode de calcul de l'aide publique aux partis qui représente 68 millions d'euros et qui sont financés sur les crédits de la mission AGTE. Il s'agirait notamment de faire en sorte que la distribution de la première fraction de cette aide publique soit mieux répartie entre les partis. Pour la bonne compréhension de tous, donc le financement des partis politiques comporte 2 parties financières. La première qui est assise sur les résultats électoraux du premier tour des élections législatives et la deuxième qui est conditionnée par le nombre de députés de chaque formation politique. Pour la première partie, avec le quinquennat et l'inversion du calendrier électoral, c'est vrai que le parti majoritaire est sans doute favorisé et il y a des à-coups en cas d'alternance. Alors, évidemment, quand on est parti majoritaire, on est satisfait de la situation, mais peut-être faut-il réfléchir à cette situation. Enfin, quatrième et dernière question. Monsieur le ministre, dans le cadre de la récente proposition de loi de clarification du code électoral en cours d'examen au Parlement, nous avons adopté une disposition permettant de recueillir des fonds sur des plateformes de paiement de type PayPal. Pouvez-vous nous indiquer comment il pourra être procédé à l'authentification des personnes donatrices de manière à s'assurer qu'elles ne sont ni des personnes morales, ni des personnes non résidentes en France, en particulier des donateurs ou des établissements financiers extérieurs à l'Europe, ce qui est formellement interdit. Voilà, je vous remercie, Monsieur le ministre. Je vous remercie.